pense qu'on est dans cette période un peu d'assainissement et de renouveau. Allez, entre 2015 et 2017, où franchement, tu faisais n'importe quoi, ça marchait, quoi. Tu faisais un peu de méthode, voilà. Et tu avais cette période, cet engouement et cette frénésie où tu arrives sur une période de bulle et après, il y a trop de concurrence et après, bah, il y a un truc qui explose. Une bulle, ça veut pas dire que c'est l'apocalypse, tu vois. Ça veut juste dire que ça fait du ménage. En vrai, c'est comment toi tu te professionnalises, comment tu te structures, comment aussi tu assumes ce cycle des saisons. C'est un truc que Jim Rohn il explique très bien et que moi j'aime bien expliquer, notamment avec le confinement, enfin avec le coronavirus, tout ce qu'il y a eu. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Hello, hello. Salut Amine. Salut, ça va bien? Ça va, nickel. Merci d'être là. Merci pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. On a galéré à trouver une date, à se caler, mais ça y est, on y est. C'est top. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Ok, donc je m'appelle Amine Lam, je travaille sur le web depuis 2011-2012. En fait, je suis à temps plein depuis 2012. J'ai lancé pas mal de trucs sur le web et actuellement, je me focalise sur la vente d'infoproduits et d'accompagnement. Donc, j'ai une activité, enfin, j'ai deux activités où je vends justement des infoproduits à destination des professeurs des écoles et une activité otake.com sur lequel j'accompagne les formateurs et les coachs qui veulent se lancer justement à vendre leurs connaissances sur le web. Ok. Et du coup, Otake, c'est depuis 2012 ou ça n'a pas été ton premier projet, je crois pas. Non, ça n'a pas été mon premier projet. En fait, ça a été un projet de cœur au début. Quand je me suis lancé, la toute première vidéo que j'ai vue en 2011 sur comment gagner de l'argent sur Internet, c'était comment gagner de l'argent avec un blog. Et à l'époque, je commençais à me former sur le développement personnel, etc., etc. Et donc, je m'étais dit, je vais lancer un blog sur le développement personnel. Donc, ça s'appelait ledéveloppementpersonnel.fr. J'avais écrit un peu dessus, etc. Et j'ai finalement compris, enfin, en tout cas, on m'a suggéré l'idée que c'était plus dur de faire 2 ou 3 000 euros avec un projet que de faire 10 fois 200 ou 300 euros. Ok. Donc, je me suis dit, ce projet-là, je vais le laisser un peu de côté. Et quand je gagnerai suffisamment ma vie, je reviendrai dessus. Donc, j'écrivais des articles, mais c'était vraiment pas régulier. C'est-à-dire qu'il y a des mois, je pouvais écrire 5 articles et après, pendant 6 mois, ne rien écrire. Et donc, à côté, j'ai monté toute une stratégie de site de niche avec plein de sites sur des thématiques différentes, de l'affiliation Amazon, l'affiliation de vie, du AdSense, etc. Et ce truc-là, donc le développement personnel, je crois en 2013, je l'ai renommé en Otake. Donc 2013, 2014, 2015, pareil, c'était en stand-by. J'écrivais un article de temps en temps, mais c'était vraiment une passion, aucun produit, aucune monétisation, même pas de liste email, je crois. Oui, j'avais une liste email, mais bref, très très faible. Et en 2015, j'ai un de mes amis qui me dit ton blog et tout, je te rappelle quand tu l'avais lancé, tu avais dit que tu le reprendrais vraiment au moment où tu aurais suffisamment d'argent à côté pour ne pas dépendre de ce revenu-là, etc. Il dit maintenant, ça fait quelques années que tu gagnes ta vie sur le web, pourquoi tu le fais pas? Et il me dit, viens, on le fait ensemble. Et du coup, c'est à ce moment-là, en 2015, où avec mon ami Andrea, on a vraiment structuré Otake, on a vraiment commencé l'aventure avec une chaîne YouTube, avec des vidéos régulières et tout. Au début, on était parti sur le développement personnel. Finalement, mi-2018, fin 2018, il y a eu deux choses qui se sont produites. C'est que Andrea, lui, il était un peu fatigué de ce projet en ligne parce que c'était pas du tout un mec du web à la base. Donc, il a préféré retourner dans sa vie hors ligne. Et moi, j'ai fait le pivot de switcher vers le business en ligne parce que quand j'ai voulu faire du développement personnel et expliquer du développement personnel, c'est parce que j'étais convaincu que c'était une compétence qui était nécessaire pour pouvoir vivre la vie que tu veux. Et finalement, tous les clients qu'on avait, que ce soit en formation ou en coaching, quand on leur demandait c'est quoi la vie que tu veux, ils me disaient je veux monter un business en ligne. Et du coup, à la fin, je me suis dit autant leur expliquer directement comment monter un business en ligne, même si dans tous mes programmes, dans tous mes accompagnements, il y a quand même beaucoup de dev perso aujourd'hui, parce que pour moi, c'est nécessaire et l'un ne va pas sans l'autre. Je suis 100% d'accord, c'est vraiment un skill obligatoire, peut-être même le plus important, le mindset, le dev perso, je suis 100% d'accord. Du coup, comment t'as vu un peu le marché évoluer ça fait 10 piges, quoi? Comment t'as vu les choses avancer, les nouveaux acteurs?
En gros, moi, quand j'ai démarré, j'ai vu en gros un espèce de renouveau vers 2017. En gros, donc les gros acteurs qui étaient là, qui faisaient des gros lancements, qui tenaient un peu voilà, le marché. Je parle de la vente de formation. Dans la vente de formation dans la vente de formation en ligne, tu avais toujours le même scénario, des gros lancements avec des affiliés, etc. Donc, tu avais ce côté-là d'un côté. Tu avais de l'autre côté tous ceux qui faisaient des petits produits régulièrement à la méthode, on va dire, Jean Rivière. Mais tu avais un peu, je sais pas un monopole, mais tu avais des grosses têtes qui tenaient, etc. Et il s'est passé un truc vers 2016, 2017, 2018, où il y a tout ce que j'appelle moi la jeunesse dorée, des petits jeunes de 20 ans qui sont sortis de nulle part et qui ont massacré tout ça, en gros, qu'on posait. Voilà, j'ai un truc, mais voilà. Bref, qui sont arrivés et qui sont posés à la place. Il y a eu Antoine Bem, il y a eu Enzo, il y a eu Stan Leloup, il y a eu Théophile Hélier, Léo Guillot, Alec Henry, Yomi Denzel, bref, tout ça. Et tu voyais plein de jeunes. Et en gros, pour moi, tout a été chamboulé. Et en fait, ça montre vraiment que tu peux avoir une position ultra dominante à un moment. Et 5 ans plus tard, plus personne ne te connaît. Tu vois. Tu sais, si on prend les personnes qui, moi, m'inspiraient au début, enfin, même qui ne m'inspiraient pas forcément, mais qui étaient là en place aujourd'hui, tu vois, des gens comme, je sais pas, Sébastien le marketeur français. Je pense que tu as 90% des gens qui démarrent qui ne connaissent pas. Jean Rivière, tu as 90% des gens qui démarrent qui ne connaissent pas. Mais pourtant, il y a encore ne serait-ce que 5-6 ans, en fait, tout le monde connaissait ce qu'il faisait. 100% d'accord. Et toi, ça t'a fait peur, ça? Ou tu l'as bien pris? Comment t'as réagi? En fait, moi, j'ai eu une croissance très douce. C'est-à-dire que, tu vois, entre 2011, donc je me suis lancé, j'ai cherché à comprendre, je gagnais pas d'argent, mais j'ai testé des trucs. 2012, j'ai eu mon diplôme, je gagnais 300 € par mois et je me suis mis au chômage à ce moment-là pour essayer d'en vivre. 2013, j'ai passé la barre des 1500-2000. Et après, entre 2013 et 2016 environ, j'étais vraiment en mode chill, tu vois. Je faisais mes petits 2-3 000 € et j'essayais pas de croître. Donc, en fait, j'ai vu le truc un peu de l'extérieur, tu vois. Et du coup, maintenant que ça commence à croître et que j'ai vu justement ce renouveau, moi, à l'époque, ça ne m'a pas fait peur parce que je n'étais pas concerné, en fait. Je n'étais pas un gros qui allait disparaître. Mais ça m'a fait prendre conscience que rien n'est définitif et que ceux qui arrivent à durer, c'est ceux qui arrivent parfois à se réinventer, tu vois, à se réinventer, et qu'il y en a plein qui ont manqué des virages. C'est-à-dire qui étaient à la base d'un mouvement et quand, je sais pas, quand la mode a changé ou quand le style a changé ou quand le marché a changé, ils n'ont pas réussi à prendre ce virage. Et aujourd'hui, leur business, même s'ils continuent à marcher, ils sont plus numéro 1 ou sur le podium. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ouais, un peu l'image, c'est du mec qui fait du ski nautique, qui se casse la gueule et qui reste accroché au truc, mais qui lâche pas ou qui reste figé sur des méthodologies. C'est sûr qu'il y a eu un gros coup de pied, dans le marché. Tout s'est professionnalisé. On en parlait avec Alec Henry. Pour moi, c'est l'image même de l'acteur qui a permis de révolutionner. Il a tout vu. Enfin, ils ont tout vu avec son associé. Ils ont tout vu en plus grand. Ils ont fait plus propre. Ils ont assumé les choses. Ils ont moins fait ce côté un petit peu digital nomade. Ils ont professionnalisé leur tunnel. Ils ont fait et je pense que ça a fait. Pour moi, c'est l'image même. Alors, c'est peut-être pas été. C'est pas eux l'élément déclencheur, mais je pense en tout cas, c'est quand je pense à cette génération-là. Je pense forcément à eux, tu vois. Je trouve qu'ils ont vraiment bousculé les choses. C'est partie de ce mouvement-là, de ce que je te disais, la jeunesse dorée, de tous ces jeunes qu'on n'a pas vu venir et qui, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, se sont imposés, tu vois. Et ouais, c'est vraiment, pour moi, comment je le voyais, et c'est Cédric Anissette qui avait fait une vidéo il y a 2 ans, je crois, en disant que la bulle est en train d'exploser. Et en fait, le business en ligne, c'était ça, il y a eu une période, on va dire entre 2015 et 2017, où franchement, tu faisais n'importe quoi, ça marchait, quoi. Ça marchait, si tu faisais un peu de méthode, voilà. Et tu avais cette période, cet engouement et cette frénésie, où tu arrives sur une période de bulle, et après, il y a trop de concurrence, et après, il y a un truc qui explose. Et je pense qu'on est dans cette période un peu d'assainissement et de renouveau.
Et si on prend la bulle Internet ou la bulle des cryptos, ou peu importe, une bulle, ça ne veut pas dire que c'est l'apocalypse, tu vois. Ça veut juste dire que ça fait du ménage. Et à la bulle Internet, dans les années 2000, bah oui, tu as des boîtes qui ont disparu, mais tu as aussi des Amazon, des Google, des eBay qui ont émergé. Donc, en vrai, c'est comment toi tu te professionnalises, comment tu te structures, comment aussi tu assumes ce cycle des saisons, printemps, été, automne, hiver. C'est un truc que Jim Rohn il explique très bien et que moi j'aime bien expliquer, notamment avec le confinement, enfin avec le coronavirus, tout ce qu'il y a eu. C'est que l'été ne peut pas durer tout le temps. Donc, tu ne peux pas vivre tout le temps dans une période d'abondance. Et dans ton business, ce sera forcément des périodes où tu as printemps, été, automne, hiver. Mais d'un autre côté, quand c'est l'hiver, tu sais que l'hiver ne peut pas durer tout le temps. Et du coup, bah, le meilleur moyen pour moi, le meilleur moyen d'occuper son hiver, c'est de se préparer au printemps et se dire, voilà, quand le prochain cycle de croissance il va démarrer, moi, je serai là. Alors là, je ne sais absolument pas où on se constitue dans le cycle du business en ligne. Est-ce qu'on est à la fin de l'été? Est-ce qu'on est à la fin de l'hiver? Je ne sais pas, j'arrive pas trop à voir. Moi, j'ai l'impression que ça a ralenti un peu depuis un moment. J'ai l'impression aussi, ouais. Mais c'est aussi parce que voilà, il y a beaucoup plus de concurrence et tout. Et du coup, tous ceux qui vont s'essouffler vont faire de la place pour les autres. Et au prochain printemps, il y aura plus de place. Et c'est cool. Mais du coup là-dessus, on a du mal, enfin en tout cas moi, mon cas, j'ai du mal si j'ai pas d'échéance à quelque chose, donc par exemple à l'hiver, j'ai du mal à rester concentré, rester motivé, etc. sur le long terme. Tu vois, j'ai besoin de voir le bout du tunnel. Sinon, je n'arrive pas à être bon quoi sur le long terme. Est-ce que toi là-dessus, tu as un conseil? Comment tu abordes ça? Ce côté l'hiver, tu arrives vraiment à rester concentré? Tu perds pas la motivation, la foi? Tu vois, là, quand on l'explique, on a l'impression que c'est 4 saisons très tranchées. Mais en fait, tu sais, quand tu prends un marché boursier, par exemple, où tu as des cycles, tu as des hausses, etc., et ben même dans les périodes de baisse, tu as des petits pics. Donc, en fait, dans les périodes d'hiver, ça ne veut pas dire que c'est la fin et on crève tous la dalle. Tu vois. C'est-à-dire que dans les périodes d'hiver, même si tu fais moins d'argent et que c'est moins facile, tu as quand même des projets à lancer, tu as quand même des trucs à lancer. Et moi, la vision que j'ai, moi, j'arrive pas à me projeter sur le long terme. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que tous les projets que j'ai lancés, là, sauf ces 2 dernières années où je me suis un peu calmé, tu vois, mais sinon, la plupart du temps, tu prenais une photo à un instant T, 2 ans avant et 2 ans après, ça n'avait rien à voir, tu vois. Donc là, il y a un peu de continuité là depuis 2 ans environ. Mais du coup, sachant ça, moi, la réflexion que j'ai, c'est je fais de mon mieux maintenant, tu vois. Je fais de mon mieux à ce moment-là et je kiffe ma semaine, je kiffe mon mois et je fais du mieux ce mois-ci. En ayant bien sûr une projection et une vision globale de là où je veux aller, mais j'ai aucune certitude de si je vais pouvoir y aller ou pas, si je sais pas si ça va être régulé ou pas, s'il va y avoir une autre crise ou pas. Donc je fais de mon mieux maintenant, puis l'avenir, on verra bien. Tu vois. Et t'as pas besoin de ces certitudes-là. T'arrives à kiffer l'instant présent. Et ouais, ça a toujours été comme ça chez toi ou... Ouais, souvent, ça a souvent été comme ça. Et en fait, il s'est passé un truc, c'était peut-être, je sais pas, 2018, je crois, où j'ai eu une certitude qui vraiment m'a rassuré sur ce truc-là. C'est j'ai compris que j'avais compris les règles. Et qu'en gros, que je manquerais plus jamais d'argent. Et que, pas que je manquerais plus jamais d'argent parce que j'ai un patrimoine et j'ai des millions, etc. Non, pas du tout, tu vois. C'est que j'ai compris que je manquerais plus d'argent parce que je savais comment en faire. Et du coup, à partir de là, est-ce que je suis sûr que Otake va durer des années? Non. Par contre, je sais que si demain je perds tout, il me faudra 30 jours pour remonter en selle et repartir et relancer un business et regagner ma vie. Et du coup, à partir de là, je fais du mieux que possible aujourd'hui en essayant que ça dure et en essayant qu'on construise quelque chose de grand, et c'est ce qu'on fait. Mais j'ai aucune crainte que voilà, si ce n'est pas ce véhicule-là qui m'amène là où j'ai envie d'aller, ce sera un autre véhicule et ce n'est pas très grave en fait. C'est hyper... pour le coup, là, tu fais écho à un truc chez moi qui est très actuel. Après des grosses périodes d'abondance, une grosse année, le calme, en fait, c'est pas que ça devient plus bas, c'est que ça redevient normal, en fait. Et du coup, on est là, waouh, tout s'arrête, comment on fait, etc. Alors, c'est très juste, en fait, cette peur du manque, cette peur en fait, on s'en fout parce qu'on connaît la recette, quoi. Donc, il y a plus de gâteau, on va en faire un, quoi. C'est OK. Et quand tu dis c'est plus calme, quand tu dis c'est plus calme, c'est en décroissance, donc ça redevient normal, ou est-ce que c'est juste que ça stagne et ça grossit plus? Ouais, c'est ça, c'est que ça stagne en plus, c'est même pas de la décroissance, c'est que ça stagne. Ouais, donc en fait, je sais pas du tout à quel niveau tu es, je sais à peu près, mais tu
Tu vois, il suffit de regarder les niveaux que tu fais cette année par rapport à ce que tu faisais il y a 2 ans, tu vois, et te dire, mais il y a 2 ans, ça se trouve, tu n'aurais même pas imaginé ça possible, tu Ah vois. non, mais ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Mais comme tu disais, c'est un peu comme les signaux, les signaux en bourse. Si tu dézoomes, en fait, tu te rends compte que ça va. Mais plus tu zoomes, plus tu regardes micro, bah, plus tu as des émotions, plus tu as et c'est exactement ça. Mais là, t'amènes une vraie pépite en termes. Je trouve ça très sage en fait ton approche et très juste. Après, c'est dur dans mon cas en tout cas. Je sais pas pour ceux qui nous écoutent comment ils le vivent, mais c'est compliqué à l'admettre et surtout à y penser. Tout le temps en fait. Mais en tout cas, c'est cool. Toi, tes clients, tu disais, c'est des coachs ou des formateurs. Quel est le profil? C'est quoi ton avatar sinon réellement? Pourquoi ils viennent te voir à toi et pas quelqu'un d'autre? Ok. Alors, le profil, c'est des gens qui très souvent veulent faire du coaching ou des programmes de formation, on va dire, à forte valeur. C'est rarement des petits programmes à 50 ou 100 euros. C'est souvent des programmes où il y a de l'accompagnement. Donc, soit du coaching individuel, soit des programmes avec de l'accompagnement. C'est des personnes qui ont essayé pendant 6 mois, pendant 1 an. En général, c'est entre 6 mois et 1 an et demi. Ils ont acheté des formations, ils ont essayé de leur côté, ils ont bidouillé des trucs, ils ont peut-être lancé une offre, mais ça n'a pas marché. Et en fait, ils viennent me voir parce qu'ils ont compris qu'ils avaient besoin d'être accompagnés et besoin d'être pris par la main. Et du coup, ce que je mets en avant dans mon accompagnement et dans ma communication, c'est que le meilleur moyen d'aller d'un point A à un point B, par exemple, je sais pas, tu es perdu dans la jungle, c'est un exemple que je prends souvent, ben, soit tu achètes une carte en te disant je vais le faire tout seul, soit tu te dis bah, je vais écouter un audio de 30 minutes qui me dit comment faire, mais le jour où je vais arriver devant une rivière qui n'était pas prévue ou qu'il y a un arbre qui est tombé au milieu de la route, bah, je suis bloqué. Soit je vais prendre quelqu'un qui a déjà fait le chemin, il va me tenir par la main, il va marcher à côté de moi. Et quand il y a des choses qui sont prévues, bah, il va me le dire. Quand il y a des choses qui sont imprévues, on va s'adapter. Et grâce à son expérience, je vais aller plus loin. Et du coup, comme je fais des groupes d'accompagnement qui sont, on va dire, à taille humaine, du coup, la raison principale pour laquelle ils viennent, pardon, c'est justement pour cette proximité, de se sentir soutenu, de se sentir aidé. Et c'est souvent parce que voilà, ils ont fait le tour, ils ont tout essayé par eux-mêmes, ils ont regardé des heures de vidéos, parfois acheté des formations, et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont besoin d'un regard extérieur. C'est ouais, ça m'étonne pas ton côté mentor et puis avec cette expérience que tu as et ça m'étonne pas. Tu as plus d'hommes ou de femmes? C'est à peu près J'ai à égal. peu près, non, j'ai un peu plus de femmes, on va dire ouais, 60-70%, ouais, 60-65, 70% de femmes. Tu vois. OK. Et il y a un point sur lequel je voulais qu'on développe, c'est que tu travailles, tu as une partie de ton activité qui est avec ton épouse. Oui. Et moi aussi. Et du coup, il y a plein de similarités dans notre fonctionnement. Et du coup, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que déjà, tu parles un peu de l'activité que vous avez en commun ou pas trop? Ouais, j'en ai parlé, j'en ai fait des vidéos et tout, donc je peux en parler. Mais en fait, c'est très particulier, c'est-à-dire que pour moi, ce business-là, c'est un peu une anomalie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire on a eu de la chance et tout, etc. Parce que, parce que voilà, c'est du travail, ça a été des années et des années avant d'arriver à ce business-là. Mais c'est-à-dire que ce business-là, donc son blog en l'occurrence, n'est absolument pas géré comme une entreprise. C'est-à-dire que même si ça génère beaucoup d'argent, même si voilà, ça génère des marges folles et tout, etc., en fait, j'ai pas envie de rentrer dans une relation d'associé avec ma femme. Hmm. Et en gros, ma femme, elle n'est pas du tout entrepreneur dans l'âme, c'est-à-dire que voilà, elle n'a jamais suivi de formation, elle n'est pas du tout entrepreneur, donc tout ce qui est investissement, ça lui fait un peu peur. Par exemple, même toute la partie technique, elle ne sait pas aller sur ClickFunnels, elle ne sait pas aller sur Stripe, etc. Tu vois. Donc elle a son blog, elle alimente son blog, elle crée ses produits. Et en fait, quand son blog il a commencé à avancer, et à générer plus qu'au taquet, et tout le monde m'a dit, bah, lâche au taquet, focus sur son blog. Tu vois. Et moi, je voulais pas parce que au taquet, c'était mon projet. Mais même quand j'ai voulu un peu pousser, un peu structurer son business, etc., j'ai vu qu'elle avait beaucoup, ça lui mettait trop de pression en fait. Elle est un peu dans l'incertitude, un peu ce côté de est-ce que ça va durer, est-ce que ça va pas durer, etc. Et donc en fait, j'ai compris que le meilleur moyen d'avoir un truc serein et cool, tu vois, c'est pas de forcer sur son business à elle, c'est que moi je force sur mon business à moi pour que son business à elle devienne insignifiant et il n'y ait plus de pression.
Parce que tu vois, en gros, le gros goulot d'étranglement sur son business, c'est sa capacité à créer du contenu. Et du coup, elle veut pas trop le déléguer. Moi, je veux pas la forcer à ça. Et depuis qu'on a eu un bébé depuis 2 ans, forcément, le rythme, il a beaucoup, beaucoup ralenti. Et du coup, elle avait un peu cette part de culpabilité de se dire, ah, mais si je crée pas de contenu, le business, il avance pas. Si le business, il meurt, notre principale source de revenus, elle disparaît. Parce que jusqu'à l'année dernière, son blog rapportait plus qu'au taquet. À la fois en CA et beaucoup plus en marge, d'ailleurs. Et du coup, elle avait un peu cette pression-là de se dire, putain, je travaille de moins en moins sur le truc qui nous paye le plus, et si ça meurt, ce sera de ma faute. Et du coup, moi, j'avais 2 options, soit la forcer et lui dire, ouais, machin, travaille, on met notre enfant à la nounou et on charbonne. Soit me dire, écoute, ok, son truc, ça reste de l'argent de poche. Moi, je développe mon business le plus possible pour que la part de son business à elle diminue. Et si ça grossit, tant mieux. Si ça décroît, tant pis. Mais qu'il n'y ait aucune pression financière sur ça. Donc, moi, je suis vraiment pas dans le truc de on fait des réunions, on a des plans d'action, etc. Tu vois, c'est-à-dire qu'on parle très très peu de son business. Elle crée son contenu, elle a son petit blog. Moi, j'interviens au moment des lancements ou des promos où je gère les pubs, je gère les trucs et tout. Mais sinon, tu sais, des fois pendant 2 mois, on n'en parle pas, tu vois. Et le truc, voilà, il est un peu flat. On fait un lancement, ça fait un pic, et puis c'est tout, quoi. Tu vois. Donc, c'est vraiment pas une relation d'associé comme je peux le voir chez d'autres. Voilà, il y a d'autres couples ou d'autres personnes qui travaillent ensemble où vraiment tu as des rôles, tu as des réunions, tu as des roadmaps et tout. Là, vas-y, c'est vraiment pour moi, c'est son passe-temps, tu vois, c'est son loisir. Bon, il paye très bien, mais enfin, j'ai pas vocation au début. Enfin, pendant quelques moments, je voulais le développer en tant qu'entreprise et tout, etc. Mais en vrai, j'ai vu que ça nous rapporterait plus de problèmes que de sérénité. C'est une muse. Tu le vois ça comme une muse Ouais, un voilà, peu. c'est exactement ça. Ouais. Nous, tu vois, par exemple, l'organisation qu'on a, c'est que tous les mercredis matins, on a une réunion. Mais sinon, on ne parle pas de ce business en commun, donc le business de vente de formation, essentiellement sur WordPress, l'acquisition, etc. On n'en parle pas le reste de la semaine, en fait. C'est, je vais avoir mes tâches sur le marketing à faire, avoir ces tâches sur la gestion des coachs, des élèves, etc. Et puis c'est tout, en fait. Mais le mercredi, on fait un point. Mais on l'a fait, du coup, au contraire, nous, avec un cadre, parce que j'avais peur que ça glisse, justement, à en parler tout le temps. Et donc, nous, ça a été notre façon de fonctionner. Et du coup, quand vous prenez un moment, une période de lancement, à ce moment-là, il y a plus d'interaction. Qui prend le lead à ce moment-là? Est-ce que elle, ça l'angoisse pas, d'ailleurs, ce genre de moment-là? Ouais, bien sûr, ça l'angoisse parce que nous, en fait, notre chiffre d'affaires est concentré vraiment sur les lancements. C'est-à-dire que, pour parler chiffres, on peut faire entre 30 et 50 000 euros sur 5 jours. Et après, le reste du temps, on va faire entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Tu vois. Donc, sur les moments de lancement, oui, elle est toujours angoissée de se dire, est-ce que je vais réussir à faire plus que la fois d'avant ou est-ce que ça va se maintenir? Parce qu'avant, en gros, le rythme, c'était on faisait genre 1 ou 2 promos, puis après, il y avait un lancement d'un nouveau produit. Puis après, 1 ou 2 promos, un lancement d'un nouveau produit. Et là, ce qui s'est passé depuis 2 ans, c'est que comme on avait moins de produits, c'était plus des promos sur des produits existants que des lancements de nouveaux produits. Tu vois. Donc, c'était le doute de se dire est-ce que les gens qui devaient acheter n'ont pas déjà acheté, etc. Mais finalement, à chaque fois, ça se passe bien. Donc, comment ça se passe globalement? Moi, je gère comment dire, tout ce qui est voilà, page de vente et pub. Elle va gérer tout ce qui est réponse au support. Parce que comme c'est des petits produits, on a du volume, tu vois, sur 5 jours, on va faire 1000 ventes à peu près. Donc, forcément, tu as des questions, des trucs, mes accès, mon espace membre, j'arrive pas à commander, enfin plein de trucs comme ça. Donc, voilà, pendant 5 jours, c'est souvent un petit sprint. Souvent, d'ailleurs, le premier jour et le dernier jour, entre les deux, c'est un peu plus calme. Et voilà, donc on gère le support. Maintenant, on est beaucoup mieux rodé. Au début, on se faisait vraiment déborder. Pourtant, on faisait moins de clients, mais là, voilà, la FAQ, elle est super bien rodée. On a un chatbot qui répond aussi, qui donne des réponses selon les questions. On a essayé de baliser pour avoir moins de comment dire, moins d'interaction. Mais c'est marrant parce que son business, il est quand même très, très, très prédictible. C'est-à-dire que en général, les promos, on les fait du mercredi au dimanche soir. Et ça fait 2-3 fois où le mercredi midi, je sais te dire combien de CA on va faire. C'est-à-dire, on lance le mail à 9h, à midi, je peux te dire
on va faire de l'oseille ou pas. Tu vois. Par exemple, souvent, on en a fait 2 ou 3 à 30 000 et quelques. Et je me souviens, il y en a une, c'était il y a quelques mois. Je lance le mail et je vois que ça réagit beaucoup plus fort que d'habitude. Tu vois. Et je regarde ma femme, genre au bout de 3 heures, je lui dis ouais, là je pense qu'on va faire au moins 50 ou 55, tu vois. Et du coup, finalement, on a fait 58, je crois. Même un peu plus. Mais j'ai l'impression, je sais pas si j'ai l'impression que sur les petits produits, c'est plus prédictible que sur les gros, les produits à plus cher en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah oui, parce que en fait, euh, comme comment dire, comme c'est un mouvement de foule, et bah, tu peux plus tracer le mouvement de foule. Et en fait, l'impact de un ou deux produits, ça se voit pas trop sur le Ouais, chiffre final. ouais, c'est Alors ça. que sur un gros produit, bah, si un produit, je sais pas, 5000, bah, en fait, 5000 de différence, c'est sur une décision. Alors que là, c'est des petits produits. Et tu vois, sur le dernier, pareil, elle avait des doutes parce que c'était un nouveau produit qui s'adressait à un niveau différent de ce qu'elle a l'habitude de faire. En gros, tous ces produits jusqu'à aujourd'hui, c'était CE2, CM1, CM2. Et là, elle a lancé un produit CE1. Donc, elle ne savait pas. Et elle me dit, ouais, je sais pas trop. On lance le mail. Et 3 heures après, en fait, il suffit de mettre la courbe Stripe sur la courbe du premier jour d'avant et tu vois. Et là, je voyais que c'était Mm. exactement la même courbe. Je lui dis, bah, tiens, on va faire une promo à 35 ou 40. Tu vois. Et finalement, on a fait 38. Elle était contente. Tu vois. Ouais. Et du coup, quelle est la part parce que là, c'est un gros sujet chez toi. Quelle est la part que prend ton business dans ta vie? Parce que tu veux ta liberté perso avec le petit, avec ta femme, ta façon de fonctionner, c'est ultra balisé et tu fais pas de concessions. C'est-à-dire, tu vas pas. J'ai l'impression du peu qu'on se connaît que la priorité c'est le perso, la priorité c'est ta vie de famille, etc. Comment tu le gères et quelle est la part de ton business dans ta vie en fait? Ok. Bah, j'essaye que la priorité ce soit ma vie perso. Après, tu as vu, quand tu es entrepreneur, tu es forcément un peu à 100% sur ton business. Donc, euh, moi, j'essaye de poser des règles. Tu vois, c'est-à-dire que je vais faire très, très peu d'appels le soir. Les appels le soir que j'ai, bah, c'est mon appel avec mes clients, mais sinon, je prends jamais de rendez-vous le soir, etc. Rendez-vous enfin, samedi, dimanche, j'essaye de pas travailler. Déjà, dimanche, c'est sûr, et le samedi, vite fait, mais je prends jamais de rendez-vous le samedi, tu vois. Et en fait, ce truc-là, je l'ai calé à l'époque où ma femme était encore en classe, vu qu'elle est institutrice. Là, elle est en congé parental, mais à l'époque, elle était institutrice. Et, euh, et en gros, bah, moi, je m'étais dit, bah, je travaille quand elle est à l'école. Et quand elle rentre, bah, j'arrête de Mm. travailler. Donc, en fait, j'ai arrêté de travailler à 4h30. Je ne travaillais pas le mercredi, samedi, dimanche. Donc, j'ai pris un peu ce rythme-là. Et moi, j'ai toujours cette réflexion de me dire, quand j'ai lancé mon business, c'était pour être libre et pour pouvoir passer du temps avec ceux que j'aime. Et du coup, j'ai pas envie de sacrifier ça pour faire plus d'argent. J'ai toujours cette discussion que j'ai eue avec un ami. Euh, c'est un très très bon ami à moi avec qui on avait démarré un peu dans l'entrepreneuriat, tout ça. Et, euh, et il m'avait dit une phrase, il m'avait dit, tu gagnes pas assez d'argent parce que tu pars trop souvent en vacances. Et en fait, je me rappelle, c'était au début où on commençait, peut-être après 2 ans, je crois, je faisais genre 2000 euros par mois. Lui, il faisait 10 000 euros par mois. Et, euh, et j'avais eu cette discussion avec lui. Je lui ai dit, ouais, mais regarde, souviens-toi quand on était ensemble en école d'ingénieur. Je lui ai dit, ouais, souviens-toi quand on a démarré, c'était quoi le projet? C'était travailler d'où tu veux, avec qui tu veux, ne pas mettre de réveil, partir en vacances quand tu veux. Ben voilà, tu vois, c'est ce que je fais aujourd'hui, même si je fais que 2000 euros par mois, c'est ce que je fais. Et je ne comprends pas pourquoi j'aurais besoin de faire 10 ou 50 000 euros par mois, parce que finalement, ce que je voulais, je l'ai, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de faire plus pour d'autres raisons, mais pour moi, c'est pas au détriment de ça. Si je peux le faire en gardant mon rythme, tant mieux. Si je dois pas le faire, c'est pas grave, parce que l'argent, c'est du bonus. Et voilà, la vraie vie, c'est ça, tu vois. Après, Mhm. voilà, on va pas se mentir non plus, quand il y a des périodes de lancement, quand il y a des périodes de croissance et tout, forcément, je travaille un peu plus et forcément, il y a des moments où, tu vois, bah là, par exemple, mon fils, ce matin, j'étais en train de lui lire une histoire, tu vois, et après, j'ai vu l'heure qui arrivait, on allait devoir parler, je lui ai dit, bah tiens, papa, il doit y aller, tu vois. Et ça m'a saoulé, tu vois. Mais c'est parce que il y a des moments où, quand même, tu dois le faire et c'est pas grave, cet après-midi, on ira faire du quad et c'est cool. Mais euh, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des périodes de croissance dans ton business et il y a Mm. des périodes de stagnation, tu vois. Bah, en fait, moi, la période de croissance, on va dire 2012-2013, j'ai travaillé. Après, j'ai stagné de 2013 à 2017 parce que j'étais un peu dans ce truc semaine de 4 heures, etc. Et là, depuis 2019, où j'accélère un peu plus, oui, je travaille un peu plus. J'ai l'impression de travailler. En fait,
quand je regarde mon quotidien, j'ai l'impression de travailler beaucoup. Tu vois, mais quand je regarde le quotidien des autres et d'autres entrepreneurs, je me dis en fait, je ne travaille pas beaucoup. Donc là, je dois faire une 30aine d'heures par semaine. Et franchement, il y a des moments, ça me rend ouf. Tu vois, je me dis putain, mais je travaille trop. Tu vois. Alors que c'est une semaine normale. C'est juste que je sais que c'est nécessaire pour passer au palier d'après. Et voilà, pour le moment, je tiens ce rythme jusqu'à tant que ça me saoule. Et quand ça me saoulera, bah, je stagnerai pendant quelques mois ou quelques années. Puis après, quand on voudra aller au niveau d'après, on retravaillera un peu plus dur. Ça a été quoi, toi, la chose qui a fait, la chose qui a eu le plus de levier sur ton business? La chose qui a fait que tu as été aligné, tu as trouvé ce produit, tu es cohérent entre ta vie pro, ta vie de famille, etc. Est-ce que tu sais identifier vraiment un levier de succès dans ton parcours? Ouais, il y a un truc qui a vraiment tout changé, ça a été de me concentrer. C'est-à-dire que avant justement 2017, à peu près 2018, j'étais beaucoup dans la course aux opportunités, dans le syndrome de l'objet brillant, je lance plein de projets et j'essaye de faire un gros coup. Et le point d'apothéose de ça a été, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais avec un ami, on a ouvert une pizzeria. Ok, on a vu. Bref, j'avais plusieurs potes qui avaient lancé leur propre pizzeria et pour qui ça marchait bien, etc. Et on s'est dit, bah tiens, moyen de faire de diversifier, revenus passifs, tatati, nanana. Moi, je vais pas y aller. Enfin, je vais gérer le truc un peu à distance. Finalement, ça a été un fiasco parce que c'était pas notre métier, parce qu'on n'y connaissait rien, parce qu'on n'avait pas la personnalité pour gérer ce genre de salariés, parce que, bref, pour plein de raisons, ça a été un fiasco. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Beaucoup de stress, d'angoisse pour rien, tu vois, enfin des histoires de ouf. Et finalement, ce que ça m'a appris de cette année de galère, c'est arrête de chercher les opportunités et concentre-toi sur ce que tu sais faire. Tu vois. Et à cette époque-là, en parallèle, j'avais justement le blog de ma femme qui commençait à cartonner, Otake qui commençait à marcher. Et je me suis dit, OK, tu as des business qui commencent à marcher, qui commencent à bien tourner. T'arrêtes tout et tu te focalises sur ça. Donc à ce moment-là, j'ai revendu tous mes anciens sites de niche auxquels je m'accrochais un peu depuis 2012-2013 et qui rapportaient un peu de revenus. J'ai tout revendu ou fermé, tu vois. Et je me suis concentré sur mes projets. Et je me suis dit, voilà, pendant 3-5 ans, tu ne prends plus aucun projet, tu ne lances plus rien et tu te focalises sur ça. Et depuis ces dernières années, oui, j'ai eu des gens qui m'ont proposé, tiens, on s'associe sur tel truc et tout. Et j'ai dit non, systématiquement, parce qu'il y a un moment, quand tu as un truc qui marche, voilà, faut arrêter de regarder ailleurs. Et même si ton truc ne marche pas encore, c'est justement en arrêtant de regarder ailleurs que tu vas faire marcher ce que tu as actuellement. Donc voilà, c'était vraiment d'arrêter de me disperser et de me focaliser, mon énergie et mon temps sur ce que j'ai actuellement. Tu vois. Et au contraire, du coup, si pour moi c'est très clair, hein, je suis 100% d'accord avec toi évidemment, mais s'il y avait justement un truc que tu n'avais pas essayé, je sais pas, du e-commerce, alors je sais que tu en as fait un petit peu, est-ce que, voilà, un business, une thématique, quelque chose que tu n'as pas encore fait et ça t'aurait quand même fait kiffer d'essayer, ça serait quoi? C'était pareil, ça me donne l'objet brillant, c'était tout ce qui était dropshipping à l'époque. C'est-à-dire que e-commerce, moi je l'ai fait avec un ami, mais c'était vraiment du e-commerce en stock, etc. Et c'était plutôt sa boutique où moi je l'aidais, tu vois. Donc c'est pas vraiment mon business. Et à l'époque, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas essayé, le dropshipping, c'est que au moment où il y a eu toute cette vague et tout, etc., c'était en 2017 et j'étais en tour du monde. Et du coup, j'avais pas le temps. Et du coup, j'avais pas le temps de me poser et de réfléchir et de me former. Et du coup, j'avais un peu l'impression de passer à côté d'un truc. Mais aujourd'hui, je regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait. Je regrette pas du tout de. Surtout que voilà, c'est pas forcément. Enfin, comment dire, la manière dont moi je le voyais et la manière dont les gens l'enseignaient à l'époque, c'était pas forcément une manière dont j'étais 100% aligné avec. Donc aujourd'hui, je regrette pas. Mais à l'époque, ouais, c'était un truc qui vraiment me démangeait, de me dire, ouais, est-ce que je le fais ou pas. Je l'ai juste pas fait par manque de temps. Si j'avais été en France à Rouen, peut-être que je l'aurais fait, tu vois. Mais je sais pas si ça aurait percé ou pas, mais au moins de tester ce truc-là. Après, franchement, comme j'ai testé pas mal de trucs ces dernières années, il n'y a pas forcément de regrets, tu vois. Et dans les ce syndrome de l'objet brillant, là, tu remarques que c'est vis-à-vis de tes clients, les gens que tu accompagnes, c'est quelque chose qui est présent, même encore, sur des gens qui sont avancés, parce que tu travailles déjà avec des gens qui ont. Ils ne se lancent pas dans le business, ils ont déjà essayé un petit peu, tu disais tout à l'heure, ils ont déjà 6 mois, 1 an d'activité.
en fait, tu as l'objet bruyant à 2 niveaux. Tu as le premier objet bruyant, c'est sur quel modèle de business. Ok, je vais chercher une opportunité, ou même parfois, tiens, je vais faire du drop. Ah non, je vais faire du print on demand. Ah non, je vais faire des crypto-monnaies, tu vois. Ah non, je vais faire des trucs, et parfois des trucs qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est le premier syndrome, c'est vraiment quand tu es au début et que tu n'as rien qui commence à marcher. Et après, tu as le deuxième niveau, c'est tu as un business qui marche, enfin qui marche ou qui ne marche pas, mais tu as un business sur lequel tu as un plan. Et dans ce business-là, objet brillant, c'est-à-dire, tiens, tu te dis, je vais créer une communauté sur Instagram, voilà. Et après, tu te dis, ah non, tiens, je vais aller sur Snapchat. Ah non, je vais faire du webinaire. Ah non, je vais lancer une offre à 5 000 euros. Ah non, je vais faire une petite offre à abonnement. Et en fait, tu fais que ça, tu vois. Et j'ai fait une vidéo cette semaine, justement, qui parle du fait de la règle des 5 ones. OK. Donc, en gros, qui Vas-y. dit, je crois qu'il m'en manque un, mais en gros, c'est si tu te concentres sur un seul marché cible, un seul avatar client, une seule offre et un seul tunnel pendant 1 an, en gros, tu peux faire 1 million. Tu vois. Et en gros, j'ai un de mes clients que j'avais accompagné il y a quelques mois. Et il me dit, putain, ta vidéo elle m'a vachement aidé et tout, parce que depuis, il dit, en fait, je faisais 10 000 euros par mois et depuis quelques mois, ça a baissé parce que j'essaye de lancer une nouvelle offre. Tu vois. Et je lui dis, pourquoi tu n'as pas continué l'autre? Il me dit, je sais pas, j'ai envie de tester des nouveaux trucs. Et quand ça marche pas, on a envie de tester des nouveaux trucs. Et quand ça marche, on a envie de tester des nouveaux trucs. Donc en fait, il y a un moment où il faut juste rester concentré. Tu vois. Et du coup, je sais plus c'était quoi la question, mais en gros. Non, mais si chez tes clients, il y avait cette histoire d'objet bruyant. Il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là au début, quand ils n'ont pas encore l'idée et qu'ils ne sont pas sûrs de leur projet. Et après, quand ils ont le projet, sur la stratégie et sur le système. Tu vois. Mais alors, du coup, comment on sait à quel moment il faut être résilient et pousser le truc quand ça ne fonctionne pas? Et à quel moment on sait qu'au contraire, il faut itérer, il faut lancer autre chose? C'est quoi le trigger d'après toi? C'est dur. C'est dur de mettre la jauge. Tu vois. La question, c'est est-ce que je suis sûr d'avoir fait de mon mieux sur ce système-là et est-ce que j'ai laissé suffisamment de temps pour le faire, tu vois. Et donc, si tu as mis, comment dire, moi j'aime bien réfléchir par 90 jours, tu vois. C'est-à-dire que déjà, en dessous de 90 jours, en général, tu ne peux pas juger si c'est bien ou pas, tu vois. Donc, il faut se laisser le temps. Et voilà, est-ce que j'ai vraiment tout donné sur ce système-là et est-ce que j'ai des choses claires qui me disent que ça ne marche pas ou est-ce que je suis trop impatient, tu vois. Donc, c'est dur de juger. Mais parfois, c'est un peu du feeling et du bon sens, tu vois. C'est de se dire, OK, est-ce que je vais sur cette nouvelle opportunité, ce nouveau système, parce que je pense que c'est ce qui est mieux pour moi ou juste parce que je suis impatient ou juste parce que je pense que ça va être plus facile. Et en fait, voilà, c'est des questions à se poser avec soi-même. Parfois, un regard extérieur, ça permet de voir plus clair, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de limite, tu vois, de dire, OK, tiens, là, c'est vert, on continue, et là, ça passe rouge, on change, tu vois. Et il y a parfois des choses où peut-être, oui, c'est de l'obstination, mais en vrai, c'est très, très souvent le contraire, tu vois. C'est rarement l'obstination, c'est très souvent, je lâche trop tôt un projet qui commence à marcher. Ouais. Mais c'est compliqué d'arbitrer ce genre de choix quand on se vend au niveau de l'affect vis-à-vis du projet, quand on vend quelque chose qui porte notre nom, surtout les coachs, les formateurs, etc. Je trouve qu'on n'est pas bon juge quand on est sur nos propres business. Mais on est tous de super consultants pour les autres, mais sur nos propres business, je trouve que on est moins rationnel si on est rationnel à un moment dans la journée. En tout cas, c'est pas quand on parle de nos business, en tout cas. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner même quand on a un haut niveau, parce que ça permet d'avoir un regard extérieur. Et tu sais, c'est cette phrase, cet exemple très connu que même les meilleurs chirurgiens, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour les opérer, tu vois. Donc en vrai, tu peux avoir un très très bon regard sur le business des autres, mais ne pas voir ce qui ne va pas dans ton propre business. Et c'est pour ça que moi, je me fais accompagner. C'est pour ça que toi aussi, tu es dans des masterminds. Et parce que ça te permet d'avoir un regard extérieur. Ouais, il faut avoir cette, c'est hyper important. Et j'ai plein de potes qui cartonnent bien et qui n'ont, même si c'est mes potes, qui n'ont pas l'humilité de se faire accompagner, parce que normalement c'est eux qui vendent des accompagnements. Et ça, je pense que c'est un vrai souci. Et c'est un point de divergence d'opinion que j'ai avec eux, en tout cas. Si tu pouvais maîtriser toi une thématique, un sujet, mais en un claquement de doigts, tu vois, pas de travail, pas d'effort. Ça te tombe dans la tête, tu maîtrises un sujet, une langue, ce que tu veux, ça serait quoi? Ce serait, on va dire, l'art du coaching, mais coaching au sens, on va dire, noble, c'est-à-dire d'amener des gens
à, pas à changer, mais à révéler qui ils sont, tu vois. Et en fait, aider les personnes à voir ce qui ne va pas chez eux, aider les personnes à s'améliorer, à corriger ce qui ne va pas. Et en gros, tout ce qui va, on va dire, autour de… en fait, je ne sais pas si c'est vraiment le coaching dont je voulais parler, mais je ne sais pas si c'est le coaching ou la PNL, mais tu sais, cette erreur-là qui permet à la fois de mieux communiquer, de mieux se faire comprendre, mais également de mieux révéler chez les gens ce qui ne va pas et de mieux les, entre guillemets, les influencer. Ce truc-là, je pense que il est utile pour ton business, il est utile pour ta famille, il est utile pour tes relations, il est utile pour tes amis, il est utile pour plein de choses. Et si tu maîtrises ça vraiment et que tu le masterises, je pense que ta vie, elle est un peu plus simple. Tu préfères être dans le questionnement, toi, ou apporter des solutions clés en main vis-à-vis de tes clients? Je suis un peu dans les deux. Je pense que je suis meilleur dans le fait d'apporter des solutions parce que justement, mon expérience et mon expertise et ce que j'ai vu me permet de voir parfois des trucs à connecter, etc. Et que justement, comme je n'ai pas eu de formation de coaching vraiment très poussée, que c'est plutôt sur le terrain que j'ai appris ça. Donc, je pense que je suis meilleur dans le fait d'apporter des solutions, mais je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut les deux et que parfois les solutions elles doivent venir de toi et parfois elles doivent venir de l'extérieur parce que tu les as pas tout simplement. Est-ce que tu as déjà eu une très mauvaise expérience dans un accompagnement? Est-ce que tu as vraiment un apprentissage vis-à-vis de ça? Je sais pas, un mauvais coaching, un mauvais accompagnement, quelqu'un qui s'est braqué. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de truc hyper négatif? Non. Non. J'ai la chance d'avoir des clients qui sont très satisfaits. J'ai eu une fois un client, donc j'ai eu des gens qui se sont fait rembourser au bout de 10-15 jours, tu vois, sur 3 mois. Bon, ça arrive, tu vois. Et j'ai eu une fois un client qui, au bout de genre 1 mois et demi, tu vois, il m'envoie un message très long en mode ouais, franchement, j'ai payé des milliers d'euros pour machin et finalement, j'ai rien appris. Je pensais qu'on allait faire ça, etc. Et du coup, j'ai envoyé un message, je lui dis bah, est-ce qu'on peut en parler au téléphone, tu vois. Et en fait, genre, je l'ai appelé 2 jours plus tard. Et de lui-même, il dit ouais, en fait, j'en ai parlé avec ma femme. Et puis finalement, elle-même m'a dit mais ouvre les yeux, regarde où ce que tu étais il y a 2 mois, regarde où ce que tu es aujourd'hui, regarde ce que tu as fait, machin. Et il dit en fait, c'est juste que j'attendais un truc, un coup de baguette magique, tu vois. Et il dit en fait, j'avais l'impression de rien avoir appris de nouveau. Mais j'ai quand même fait en fait plein de choses que j'avais jamais faites avant, tu vois. Et du coup, ça s'est désamorcé comme ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me rappelle, c'était il y a à peu près 1 an. Moi, je rentre en phase de doute, tu vois, de me dire putain, en fait, ça se trouve, mon programme, c'est de la merde, et tout, juste pour un texto, tu vois. Mon programme, c'est de la merde, en vrai, j'aide pas les gens, en vrai, ceci, etc. Et en fait, c'était juste que lui. Il était en turbulence émotionnelle, quoi. Voilà, le mec, il était en turbulence, et en fait, il n'a pas compris que. Et maintenant, j'essaie d'être plus clair sur ça, tu vois. Très souvent, mes clients, quand je les ai au téléphone, ou même quand c'est mon closer qui les a, je leur dis-leur qu'ils vont quasiment rien apprendre de nouveau, tu vois. Parce que l'important, c'est pas l'information, c'est ce qu'ils vont mettre en place. Bien sûr. Et que très souvent, si ça fait 1 an et demi qu'ils tournent en rond et qu'ils ont déjà suivi des formations, bah, peut-être qu'ils savent déjà tout ce dont ils ont besoin. Il faut juste remettre dans l'ordre. Et du coup, là, je suis moins dans ma communication. Justement, ce que cet événement-là m'a appris, c'est de moins être dans ouais, tu vas découvrir un nouveau système, etc. Mais plutôt, on va prendre les pièces que tu as déjà et les remettre dans l'ordre. Parce que moi, je suis convaincu que ce qui bloque la plupart des gens, c'est pas un manque de connaissances. Tu vois. Non, c'est l'exécution, ouais. Oui. La prise de hauteur. Je le vois aussi au quotidien. C'est assez. Ouais. Et puis, quelles que soient les industries, hein, c'est incroyable. Je trouve vraiment que c'est un pattern qui se répète dans l'échec. Et j'ai l'impression que plus on échoue, plus on a tendance à rezoomer et à ne pas prendre de hauteur et à pas avoir les systèmes et être mauvais dans l'exécution. J'ai l'impression que c'est hyper. C'est un vrai cercle vicieux. Et toi, dans ton quotidien, tu progresses comment? Comment tu dois évoluer? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. C'est quoi là? C'est quoi ton levier, toi, de progression que tu actives au quotidien? Comment tu te formes? Comment tu t'améliores? Est-ce que tu as une petite recette magique? La vérité, c'est que j'aime pas lire. Donc déjà, je lis très très peu. Parfois, il y a des livres et tout que j'ai lus et tout parce qu'on me les a conseillés et tout, mais je les lis vraiment à reculons et tout parce que j'arrive pas à lire, tu vois. Et en gros, avant,
j'étais un peu dans la boulimie d'informations. C'est-à-dire que j'achetais des formations, je consommais, etc., etc. Et là, je suis plus adepte d'un truc de just-in-time learning. C'est-à-dire que, en gros, maintenant, j'évite de consommer au maximum, tu vois. Et en fait, quand je me sens bloqué par un truc, là, je vais aller consommer, tu vois. Par exemple, tiens, je me sens bloqué je fais une séance avec un client et finalement, il a une peur ou un truc comme ça que j'arrive pas à débloquer. Là, je vais aller me renseigner sur comment, machin, etc. Je lance un tunnel et je galère sur ma pub Facebook. Tiens, je vais acheter une formation sur la pub, tu vois. Mais en fait, de consommer uniquement ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin et de ne pas tomber dans le truc de je veux tout savoir avant d'avancer. Parce qu'en fait, tu accumules plein d'informations qui ne te servent à rien et qui, au moment où vont te servir, peut-être que tu les as oubliées ou qui sont obsolètes. Donc, en vrai, j'évite de tomber dans ce truc-là. Donc, en vrai, je ne me forme pas forcément au quotidien de manière globale. Mais après, le moyen, moi, qui me fait grandir, et c'est pour ça que je suis dans un mastermind, c'est vraiment l'environnement. C'est-à-dire que je sais pas, moi je pense que tout le monde est influencé par son environnement. Moi je sais que je le suis en tout cas et j'ai pas la prétention de croire que je suis plus fort que mon environnement. Donc quand j'ai envie de passer à un niveau supérieur, quand j'ai envie de faire des choses qui sont pas dans ma zone de confort, etc., ben, je vais aller fréquenter des gens qui sont justement là où je veux aller pour qu'entre guillemets que ça me tire et que ça m'influence naturellement. Tu vois. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur moyen de grandir, c'est de s'entourer de personnes qui soit sont déjà là où tu veux aller, ou qui en tout cas vont dans la même direction que toi. Et pour moi, ça, c'est le plus grand levier de croissance. Et du coup, je sais pas toi, mais en tout cas, je suis clairement là-dedans. Est-ce que tu n'as pas un peu la paranoïa du marketeur? En mode, on vend des infoproduits, on vend des choses en ligne, on vend des... Et donc, du coup, quand il y a quelque chose qui nous plaît trop, on est en train de dire, waouh, elle est où la douille? Où est-ce que le mec, en fait, parce que j'aurais pu vendre ce produit-là, par contre, il m'intéresse réellement. Est-ce que tu n'as pas cette petite paranoïa au moment d'acheter un produit, de dire, ouais, le papier est trop beau, j'aurais très bien pu faire pareil, et au final, au final de complot, quoi, tu vois. Non, moi je l'ai pas trop ce truc-là. Déjà, franchement, j'achète pas beaucoup de produits en ligne. Mais en gros, maintenant, je me focalise plus vraiment sur des accompagnements, sur des programmes un peu plus chers. Tu vois. Avant, j'achetais beaucoup de trucs à 50 euros, 100 euros, etc. Maintenant, je me dis, OK, si je veux un truc, il faut que je me fasse accompagner. Donc, je vais prendre, par exemple, là, tu vois, cette année, j'ai pris un mastermind et je me dis, OK, normalement, toutes les réponses dont j'ai besoin, elles sont dans le mastermind. Tu vois. Si j'ai besoin d'un truc ou d'un conseil, il y a forcément quelqu'un pour répondre. Après, parfois, tu as des petits besoins spécifiques. Donc, dans ce cas-là, on va les chercher. Mais oui, avant, je cherchais souvent la petite bête de OK, mais c'est quoi vraiment la promesse? Ou des fois, tu sais, quand on se dit, tiens, le nouveau système en 3 étapes pour machin, tu te dis, ah bah tiens, c'est quoi les étapes? Ça se trouve, je peux les trouver en regardant ces vidéos YouTube et tout. Mais en vrai, maintenant, j'ai compris que très souvent, c'était pas de l'information qui manquait, tu vois. C'était juste le fait que la personne te le dise et que tu es payé et qu'elle te l'apporte sous un angle différent, même si c'est un truc que tu savais déjà, parfois, ça vaut le coup, tu vois. Et tu sais, voilà, moi, il y a plein, comment dire, toutes les décisions que j'ai prises ou les trucs que j'ai implémentés dans mon business, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment la première fois que je les entendais, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, un truc tout bête, je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec Vincent Lévy. On parlait de mon business, il me disait augmente ton budget pub, tu vois, mais on me l'avait déjà dit 40 fois, tu vois. C'est juste que lui, comme il me l'a dit d'une manière différente, etc., ben, j'avais augmenté mon budget pub et du coup, ça avait marché. Mais en fait, est-ce que c'était une info révolutionnaire? Non. C'était juste qu'il me l'a dit et j'ai eu l'information au moment où j'étais prêt à l'entendre et je l'ai mis en place. C'est quoi la suite pour toi sur tes deux business et sur le perso? Sur le perso, bah, je veux dire, on continue, tu vois, notre petite vie. On est là, on part en vacances, on fait notre petite vie, on avance. Sur le business, là, j'ai l'impression que je suis dans un point pivot, tu vois. C'est-à-dire que, pour parler simplement, bah, avant, bah, tu sais, quand je faisais mes 2-3 000 euros, bah, j'avais mon petit salaire normal. Là, on commence à faire du chiffre d'affaires, tu vois, et on commence à faire de l'argent. Mais ça reste à des sommes qui sont normales. Tu vois, si tu enlèves les impôts, les charges, etc., tu restes sur un couple, je sais pas, de CSP+, ou de chirurgiens, tu vois, enfin, bref, de gens normaux, entre guillemets, que tu peux croiser dans la rue, tu vois. Et dans mon lotissement à la campagne, là, t'en as plein des gens qui roulent en Q7, en Porsche et tout, mais ça reste un truc normal. Et là, j'ai l'impression que là, dans les 18 prochains mois, normalement, on peut encore faire ce pas au-dessus où tu passes globalement de 10 000 euros par mois de salaire net à 20, 30, 50 000. Et là, tu rentres dans une autre catégorie. Et là, ça fait vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que avant, j'avais cette illusion de me dire, tiens, à 10 000 euros par mois, ma vie va être transformée. Tu vois. Mais en vrai,
c'est pas avec 10 000 euros par mois que tu roules en Ferrari, c'est pas avec 10 000 euros par mois que voilà, que tu as des villas de luxe, etc. Et du coup, même si c'est pas du tout l'objectif, j'ai envie de passer un peu dans la case d'après, de me dire, OK, c'est quoi à quoi ressemble ta vie quand tu fais 30, 50 000 euros par mois net et surtout pour sécuriser tout ça, tu vois. De me dire, OK, on va se construire un vrai patrimoine, on va mettre en place un peu, j'aime pas le terme empire, tu vois, parce qu'en vrai, je n'ai pas du tout la vision d'un empire à 100 millions, tu vois, mais de mettre un peu, voilà, de construire vraiment un patrimoine et un socle solide. Et du coup, pour ça, bah, il faut passer de là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 300, 350 par an, tu vois, à plus d'1 million. Donc, bah, là, c'est ce qu'on essaye de mettre en place pour ça, tu vois. Donc, on met en place des actions, on recrute, on met en place bah, tout ce qu'il faut pour que en 2022, on passe le million, tu vois. Ouais, mais on voit que ton cahier des charges sur les choses à ne pas, les erreurs à ne pas faire, il est bien clair, tu vois. Donc après, tu dis, OK. Donc ça, c'est mes contraintes. Elles sont comme ça, je les ai choisies. Genre, vie de famille, je veux pouvoir me barrer en vacances, je veux pouvoir rester minimaliste dans l'approche, etc. Mais par contre, ton temps vers 1 million. Et ça, c'est vachement bien. Tu vas pas le faire à n'importe quel prix. Et c'est souvent le problème. Enfin, moi, ça a été mon cas personnellement. Scaler mes revenus, ça a été dégrader plein de choses parce que je n'avais pas justement défini ces trucs. OK, ça c'est sacré, ça c'est sacré, ça c'est sacré. Et je trouve ça, j'aime beaucoup ton approche. C'est hyper sage et c'est cool. Merci beaucoup. Après, comment dire, tu sais, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, tu vois. C'est-à-dire que si à 22 ans ou enfin il y a 10 ans, je m'étais dit, vas-y, Amine, on sacrifie pendant 5 ans, on charbonne et vraiment on fait que ça. Bah, tu vois, peut-être que là, j'aurais déjà mon 1 million ou 5 millions par an et peut-être que tu vois, ma vie, elle serait totalement différente. Mais il y aurait aussi peut-être des côtés négatifs. Peut-être que j'aurais pas fait mon tour du monde. Peut-être que ma femme m'aurait largué. Tu vois, peut-être que j'aurais pas mon fils. Bref, il y a plein de bons et de mauvais côtés. Moi, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. C'est-à-dire que j'en parlais encore là hier avec un petit groupe d'entrepreneurs. Et il y en a, ils disaient, ouais, là, je suis parti et tout. Pendant 2 jours, j'ai déconnecté un peu. Ça m'a fait du bien, tu vois. Mais en vrai, moi, 2 jours déconnecté un peu, je le fais quasiment toutes les semaines, tu vois. Et en gros, c'est juste parce que c'est une question de personnalité. Il y en a pour qui déconnecter pendant une semaine, ça va leur sembler totalement. Ils vont culpabiliser. Tu vois. Oui. Il y en a pour qui ils vont se dire, bah ok, c'est pas une semaine, c'est normal et c'est le minimum. Tu vois, moi quand je suis parti à Dubaï là il y a quelques mois. J'arrive à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, j'ai pas mon ordinateur. Je me dis, ok, tu vois. Et en fait, franchement, mon niveau de culpabilité et d'énervement, il a duré genre 30 secondes, tu vois. Je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pas grave, tu vois. En vrai, je peux rien faire. Je peux pas retourner chez moi le chercher. Même mon voisin, s'il a les clés de chez moi, je peux pas lui dire, ramène-moi mon ordinateur parce que l'avion, il sera parti avant. Je peux rien faire, tu vois. Donc, de toute façon, autant kiffer. Est-ce que j'ai besoin de racheter un ordinateur parce que mon business, il va s'effondrer? Non, tu vois. J'avais mon iPad, j'avais mon iPhone. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu. J'en ai profité pour faire autre chose, créer du contenu, profiter du temps, enfin passer du temps à la plage et tout, etc. Et c'est pas grave en soi, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui se seraient rendus malades pour ça et qui seraient allés acheter un ordinateur à l'aéroport, tu vois. Je pense que j'aurais fait partie de cette équipe-là. Moi. Bah, je pense que pour moi, après, c'est pas du tout un jugement et c'est vraiment une question de personnalité. Mais moi, de mon point de vue, je me dis c'est dommage d'arriver à un point où tu es entre guillemets prisonnier de ton business et te dire je fais des millions, mais en fait, je peux pas prendre une semaine de vacances. Tu vois. Ah, mais c'est un vrai sujet, hein, en tout cas. Parce qu'en fait, c'est pour prédire des urgences. Tu dis, admettons, ok, je veux mon ordi parce que s'il arrive une urgence, ok, mais comme tu parlais tout à l'heure des chirurgiens, on n'est pas chirurgien, quoi. On fait juste du business en ligne, quoi. Donc, les urgences, elles sont très, très relatives, quoi. Et c'est que de l'argent, tu vois. En vrai, c'est que de l'argent. Et aujourd'hui, enfin, je sais pas l'état de ta trésorerie de ton business, tu vois. Mais en vrai, je vois pas ce qui pourrait se passer de catastrophique qui remettrait en cause tout ton business, que tu pourrais pas gérer depuis ton smartphone, que 2, ton équipe ne pourrait pas gérer sans toi, et que 3 serait irréversible, tu vois. C'est sûr, t'as tout à fait raison. Tu vois, au pire, ton site, il est down, tu perds 3 semaines de CA, tu vois, tu coupes tes pubs et tout. En fait, mais moi, comme mon business, il est pas du tout linéaire et qu'il est par forme de lancement, en fait, je sais qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop d'activité et que voilà, ce que j'avais prévu, bien sûr. Je peux le décaler d'1 ou 2 semaines, ça n'a pas trop d'impact. Après, si j'avais une boutique, c'est une boutique que tu dois gérer et que c'est moi qui la gère et que j'ai 10 000 commandes par jour et que si je suis pas là, c'est la merde, bien sûr que j'aurais réagi différemment. Mais moi, j'ai pas trop de trucs day to day, quoi.
Mais c'est ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, suivre un peu tout ce que tu fais? Tu cherches soit Amin Lams, alors comment on fait là, soit Amin Lams, soit Otake sur le réseau préféré. Donc moi, je préfère YouTube où je fais des vidéos toutes les semaines. Instagram, là, on essaye de le développer un peu là au moment où ce sera publié. Probablement qu'on aura essayé de le développer. Là, je suis en train de recruter des gens pour ça. Voilà. Et sinon, pour me contacter, un petit message sur Messenger ou sur Instagram, je suis dispo. Ouais, c'est top. Merci beaucoup. C'était très riche en informations et en sagesse. Je trouve que je te trouve ultra sage. C'est incroyable. Mais on a déjà fait des petites soirées. Alors toi, tu ne bois pas, contrairement à d'autres. Mais on a déjà fait des soirées qui finissaient tard où tu étais quand même si tu bois pas, un petit peu moins sage. Hein. T'es pas t'es pas le mec. T'es pas encore à te raser la tête à devenir moine bouddhiste. C'est bizarre pas que trop le délire. le mot qui te vient quand tu me caractérises, c'est sage, alors que je suis pas du tout sage, entre guillemets. Pour moi, j'ai l'impression d'être un gamin, et c'est juste que voilà, j'ai une vision différente. Et après, peut-être que ce truc-là, je l'ai acquis aussi parce que comme mon business, il n'a pas décollé vite, dans ce cas-là, j'ai essayé de me conforter en me disant, ok, je gagne pas beaucoup, mais par contre, je kiffe. Alors que si, dès le début, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et que ça avait commencé à générer des revenus, t'aurais vrillé, peut-être. Peut-être, oui. Et un des trucs lequel je suis très, très, très content de ne pas avoir gagné de l'argent vite, c'est justement pour ça. C'est que j'ai vu des potes voilà, faire des 100 000 euros en quelques mois et voilà, aller tout claquer chez Louis Vuitton ou chez Louboutin et en vrai, tout perdre, tu vois. Et j'en ai vu plein. Et en gros, j'espère que le jour où j'aurai beaucoup d'argent, j'arriverai pas à ce niveau-là de débilité. Je pense que je le ferai pas, mais en vrai, on est tous humains. Tu vois, mon niveau de vie entre il y a 2 ans et aujourd'hui, il a plus que doublé, tu vois, dans ce que je dépense. Et pourtant, je ne l'ai pas vu venir, tu vois. Mon loyer, il a plus que doublé, les dépenses annuelles, ils ont plus que doublé, mais en vrai, je ne l'ai pas vu venir. Et ça se trouve que dans 10 ans, toutes mes dépenses, elles auront fait x5 et je me dirais, putain, j'ai claqué tout mon oseille, tu vois. Donc, je ne sais pas. Mais j'espère que j'aurai pas pour moi, c'est cette idiotie-là de tout claquer dans du passif. On essaye de ne pas le faire. Et en tout cas, je suis très content de ne pas avoir gagné beaucoup très vite, surtout pour cette raison-là. Mais rien que ça, le fait de le dire, en fait, ça casse les codes d'Internet. Il y a que si tu regardes Internet, il y a que des milliardaires, des mecs, des machins. Cette humilité, en tout cas, c'est rare et c'est appréciable. Et je comprends qu'il y ait des gens qui te fassent confiance pour les accompagner. En tout cas, je m'inquiète pas pour eux, ils sont dans de bonnes mains, en tout cas. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis je te dis à bientôt. Merci à toi pour l'invitation. À bientôt. Ciao, ciao.